Acte de guerre, disent certains experts. Un avion de la marine française volant pour l'OTAN ciblé par l'armée russe. On prend la direction du Liban. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve Bastien Auger qui suit le président français, qui est accompagné justement de Sébastien Lecornu. Bastien, le ministre des Armées est au Liban. Vous suivez ça avec Éric Josset. L'incident est suivi de très près, on l'imagine, par le plus haut niveau de l'État. Oui, suivi de très près par le président de la République qui a été évidemment informé, briefé par ses équipes sur cet incident et puis suivi évidemment aussi par Sébastien Lecornu, ministre des Armées, présent ici. Alors, pour vous donner l'état d'esprit, on ne sent pas de panique dans les autorités françaises, mais quand même, on nous dit qu'il faut prendre au sérieux cette intimidation de la Russie. Je cite ce que me disait un conseiller ce matin, c'est une illustration très concrète que la Russie mène des actions de plus en plus agressives et hybrides contre la France et les autres puissances alliées. Fin de citation, intimidation prise au sérieux. Donc on nous rappelle d'ailleurs qu'il y avait eu des cas similaires il y a quelques mois. Déjà à l'époque, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, avait réagi en disant que c'était des intimidations inacceptables et qui prouvaient aussi une attitude de plus en plus agressive de la part de la Russie. Alors on ne sait pas pour l'instant si le chef de l'État ou le ministre compte réagir officiellement, ne serait-ce que pour marquer le coup et répondre d'une certaine manière à la Russie. Justement, on se demandera si c'est la bonne chose à faire de répondre. Merci beaucoup Bastien Auger, merci à Éric Josset qui est avec vous. On est en direct avec le général Paloméros. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien commandeur suprême de l'OTAN. Première question pour nos téléspectateurs. On a vu rapidement le colonel Vernet, qui est porte-parole de l'état-major des armées, préciser que cet avion français engagé dans l'OTAN a été illuminé par un radar. Juste pour faire un point de pédagogie, de quoi parle-t-on et pourquoi est-ce pris à ce point au sérieux ? Bien, c'est en fait la première étape d'un lancement éventuel d'un missile, mettons, de défense aérienne. Si vous voulez lancer un missile qui soit extrêmement précis et guidé jusqu'au bout de sa trajectoire, donc vous avez besoin effectivement d'un radar qui s'appelle un radar de tir. Donc je pense que c'est cela dont il s'agit, parce qu'évidemment en amont de tout ça, vous avez des grands radars de veille, mais ceux-là, ils fonctionnent en permanence. Donc ce qui est grave en l'occurrence, c'est que d'une manière ou d'une autre, les Russes laissent, d'une manière volontaire, laissent planer un doute sur le fait que cet avion serait pris à partie. Et ça, c'est interdit effectivement par un certain nombre de conventions dans les eaux internationales. Donc, mais ce n'est pas étonnant, parce que primo, l'Adriatique est plus que jamais un enjeu stratégique. On sait que les Russes ont d'ailleurs une enclave à Kaliningrad. Et deuxièmement, ça fait partie effectivement de cette espèce de dissuasion classique. On n'est pas dans la guerre hybride, là, c'est vraiment, on est dans la guerre froide, disons. Et c'est une manifestation supplémentaire du fait que dorénavant, il faudra retrouver ses réflexes de guerre froide sans perdre son sang-froid, mais en prenant toutes les mesures pour protéger en particulier les avions, les bâtiments de la marine. Il se trouve que l'avion en question, c'est un Atlantique 2, très clairement. Il est extrêmement bien équipé, bien protégé, et donc il est parfaitement adapté, si vous voulez, à sa mission de surveillance des voies de navigation, et en l'occurrence de l'Adriatique, et qu'il a tous les moyens de se protéger. S'il faut, les armées de l'air pourront mettre des escortes en place si l'OTAN le juge nécessaire. Général, on a bien entendu l'essentiel de votre message, c'est de nous dire qu'on n'est plus seulement dans la guerre hybride, on est donc dans un acte de guerre froide. Et pour bien comprendre jusqu'au bout, quel est le message ? Je vais être très direct. Est-ce que c'est dégagé, ok, mais on peut vous descendre où on veut et quand on veut ? Ça, on le sait. C'est même le fondamentaux de la guerre froide. Ce sont les fondamentaux de la guerre froide, c'est qu'on sait que l'adversaire a les moyens de faire mal à un moment ou à un autre, mais il s'en abstient parce qu'il sait que ça déclencherait toute une chaîne de conséquences qui serait dommageable pour lui. On a vécu comme ça pendant toute la guerre froide, et il y a eu évidemment ce genre d'incident, certainement pas à prendre à la légère, mais ces caractéristiques
de cette période, avec en plus un enjeu de souveraineté sur les espaces communs. Et là, en l'occurrence, la mer Baltique, on pourrait parler de l'autre côté de la mer Noire, tous les espaces communs vont être, on pourra parler sans doute à l'avenir, il faut s'y préparer, de la Méditerranée, ils vont être comme ça testés par les Russes qui veulent mettre la pression en quelque sorte. C'est pas forcément un bon calcul, mais c'est le leur, ça a été le leur pendant la guerre froide. On a su faire front. Je crois qu'il faut plus que jamais que l'OTAN soit décidée et donc qu'il n'y ait pas à la tête de l'OTAN le moindre doute là-dessus. On en reparlera plus tard. Mais et surtout que voilà, les pilotes, les équipages qui volent dans cet environnement doivent considérer qu'ils volent comme s'ils volaient en temps de guerre. C'est une guerre froide, mais qui peut se détériorer rapidement. Il peut y avoir des erreurs aussi. Vous savez, on l'a vu, hein, les missiles solaires russes qui ont abattu une erreur, une faute, on appelle ça comme on veut, qui ont abattu des avions civils il y a plusieurs années, et ça s'est reproduit malheureusement. Donc, grosse vigilance, gros professionnalisme, mais ça, nos équipages, les équipages de la marine là, qui volent dans l'Atlantique 2 sont des grands professionnels. C'est ce qu'ont fait savoir les responsables de l'OTAN la nuit dernière, en effet, qu'il y avait une réaction qui a permis d'éviter que ça aille plus loin. On reste ensemble, hein, Général Paloméros. Je vais juste rappeler le contexte quand même important. L'avion français avait pour mission précisément de surveiller les activités en mer Baltique suite au sabotage de câbles sous-marins avec les fameuses frégates fantômes dont on vous a parlé sur cette antenne. Cet avion, il a été déployé avant-hier seulement. Donc vous voyez la rapidité de réaction des Russes. Lors de ses premières missions, il était parti de Bretagne. On avait justement interviewé le lieutenant du vaisseau Stormy, chef de bord, qui nous donnait des détails sur cette opération. Regardez. On a plein de capteurs très très performants, notamment l'œil pour commencer, les caméras, les appareils photo, plus plein d'autres capteurs à bord. Et on va pouvoir voir, effectivement, on ne pourra pas voir effectivement si la personne est derrière un câble, puisqu'on n'est pas au bout de l'encre ou au bout du système qui va faire que. Mais grâce à différents renseignements, notamment des forces maritimes qui sont sur des bateaux ou sur des avions, le fait de pouvoir recouper toutes ces informations va permettre de dire ou pas si le bâtiment est suspecté de ce genre d'activité. Grégory Phillips, est-ce que, oui, un cran a été franchi ces dernières heures? Écoutez, je vais reprendre ce que disait Bastien Auger. C'est un incident sérieux. C'est un incident sérieux qu'on examine évidemment au niveau de l'état-major, et même plus haut au niveau du ministère et du ministre Lecornu, et j'imagine que le chef de l'État a été tenu informé. C'est un incident sérieux. D'autres incidents du même type se sont déjà produits. C'est pas la première fois. On sait, si on peut revoir la carte, on sait qu'on est dans une zone de friction évidente. On est en mer Baltique. La mer Baltique, c'est un lac otanien. Regardez sur la carte, tous les pays autour sont membres de l'OTAN, avec cette petite enclave de Kaliningrad qui est un bout de territoire russe. C'est-à-dire que c'est l'endroit de contact entre l'armée russe et les troupes otaniennes. Donc évidemment, il peut y avoir des frictions, des incidents. Ce qu'il faut garder, c'est son sang-froid, son calme, comme le disait notre invité à l'instant. C'est ce que l'équipage a fait pour pas que ça dégénère. Donc ils ont été mis en joue, ils ont très bien réagi, et normalement l'incident est clos à ce stade. C'est pour ça que je me veux un peu rassurant. On n'est pas en guerre avec la Russie. Il y a eu un incident, il y en a eu d'autres avant. C'est un incident sérieux qu'il faut évidemment considérer, mais ça ne va pas déclencher une guerre avec Moscou. Je vous propose d'écouter le général Cavoli qui a réagi pour l'OTAN la nuit dernière, les dernières heures. Je ne veux pas parler de ce cas en particulier, mais de façon générale, ce type d'incident est assez répandu. C'est sérieux et cela va au-delà des frontières de l'Europe. Donc il le dit, c'est assez répandu, on va revenir là-dessus, mais quelle réponse maintenant
Est-ce que justement, il faut dédramatiser au maximum, surtout ne pas répondre même, puisque ce que chercheraient les Russes, c'est de nous emmener dans l'escalade, Guillaume Roquette? Je pense que déjà, une première réponse a été de rendre public ce qui s'est passé. C'est intéressant ce qu'on vient d'entendre là. Le général Cavoli, c'est le grand patron, hein, c'est le chef de l'OTAN en Europe, c'est toujours un général américain, et il dit, c'est assez répandu, le colonel Vernet, qui est le porte-parole, et l'un des porte-paroles de l'armée française, dit que cet événement n'est pas exceptionnel dans cette zone. Ce qui sous-entend qu'en fait, c'est déjà arrivé, mais là, en rendant public cet incident, je pense que l'OTAN dit « Attention, nous ne sommes pas dupes. Nous ne pouvons pas accepter ce genre d'intimidation. » Après, il n'y a pas de mesures de rétorsion immédiates. Elles sont difficiles à avoir, mais si vous rapprochez cet événement de la façon dont le cargo russe suspecté d'avoir coupé le câble qui relie la Finlande à l'Estonie et qui passe par la mer Baltique, qui a été arraisonné par les Finlandais, je pense qu'il y a un certain nombre de messages là qui sont envoyés aux Russes en disant « Faites attention, n'allez pas trop loin ». Général Paloméros, l'OTAN, ça vous concerne, ça vous concerne bien évidemment en tant qu'ancien commandeur suprême. Il faut réagir ou pas? Est-ce que vous dites que l'OTAN doit réagir? Ou au contraire, ne pas réagir pour ne pas donner justement ce sentiment d'escalade que rechercheraient peut-être les Russes? Vous savez, l'essence même de l'OTAN, c'est de dissuader, de prévenir justement les crises. Donc la meilleure réponse de l'OTAN, c'est de montrer d'abord qu'elle est là, qu'elle met en œuvre des systèmes d'armes qui sont de très haut niveau et armés par des gens qui sont formés, entraînés et qui savent garder leur sang-froid, et qu'elle est prête à réagir en cas de besoin. Elle n'a pas à en faire plus. Les moyens de l'OTAN ne sont pas utilisés dans les mêmes conditions que les moyens russes. C'est-à-dire nous ne considérons pas, nous n'accrochons, comme on dit dans notre langage, jamais une cible de manière pour laisser planer un doute à l'adversaire. C'est pas ça du tout l'esprit. C'est au contraire essayer de calmer le jeu autant que faire possible, mais de montrer d'abord notre présence. Il n'y a aucune raison que cet avion n'ait pas le droit de survoler la zone où il est. Ce sont des zones internationales. Oui. Deuxièmement, de montrer qu'on est prêt à réagir. Et ça, c'est les avions qui survolent les pays baltes, par exemple, en permanence, les avions de combat, depuis des dizaines d'années. Depuis près d'une vingtaine d'années, les avions des pays de l'OTAN font des rotations au-dessus des États du pays balte, justement pour montrer que nous sommes prêts, que l'OTAN est prêt à se défendre. Alors, Général, je vois des doigts, des stylos, des mains qui se lèvent autour du plateau. Donc, tous, vous allez pouvoir réagir et poser vos questions. Isabelle Saporta, Elisabeth Martichoux, Guillaume Roquette, Philippe Val, bien sûr. Allez-y. Écoutez, je trouve très intéressant ce que vient de dire le général Paloméros quand il parle en fait de cette guerre froide qui revient, du retour de cette guerre froide. Et là, on voit bien qu'on est dans un moment justement à la veille de l'investiture de Donald Trump, vraiment où tout se cristallise et de façon très rude. Quand on voit cet avion français visé, quand on voit que Keir Starmer, qui vient d'arriver à Kiev, il y a eu cette détonation, il y a eu ces sirènes, voilà. On voit que Poutine ne va rien lâcher et qu'il va effectivement tout faire pour rendre toutes ces choses aussi tendues que possible. La question qui va se poser maintenant avec l'investiture de Donald Trump, c'est dans quel camp, entre guillemets, est l'Europe ? Parce qu'on voit bien, vous le rappeliez tout à l'heure, Guillaume Roquette, ces histoires de câblage coupé, c'est la Russie ou c'est la Chine. Donc on a d'un bloc avec la Russie, la Chine, les BRICS, et Donald Trump, où est-il ? Il est contre les Chinois, mais avec Elon Musk qui a toutes ces Tesla qui sont construites en Chine, est-ce qu'il va vraiment rester contre les Chinois? Est-ce qu'il y aura vraiment cette politique tarifaire comme il vient de nous le dire? Donc, si vous voulez, ce qui est très angoissant, c'est en fait la faiblesse de l'Europe. Ça raconte la faiblesse de l'Europe. Et je ne sais pas où on va si on n'est pas capable de s'armer, d'avoir enfin une armée européenne et d'être capable, au fond, de s'émanciper un tout petit peu de l'OTAN, parce que je ne suis pas sûre que ce sera la couverture que l'on espère dans les années à venir. Qui veut réagir? Elisabeth, je vous voyais réagir. Oui, je peux poser une question. Allez-y, c'est ouvert. Alors moi j'ai une question très simple, pardon, général Paloméros. Évidemment, ce qu'on craint, c'est que ce qui est une erreur humaine en réalité. Vous dites c'est un incident, mais un incident très grave. Je ne sais pas moi, un pilote russe fatigué qui
comprend mal, interprète mal l'ordre qui lui est donné d'intimider les avions otaniens, et là, le drame. C'est cela, c'est que c'est la prise de risque de ces menaces russes. Si jamais il y avait le facteur humain qui intervenait négativement, ce serait une catastrophe. Donc comment on peut empêcher que les Russes provoquent ainsi de façon vraiment très préoccupante les avions otaniens? Est-ce qu'il ne faut pas renforcer encore notre présence sur ce lac-là, lac otanien, pour dire aux Russes, arrêtez? Général. Le problème, c'est qu'il faut sans doute renforcer notre présence là et ailleurs. Nous avons affaire à un vaste front du nord au sud, surtout avec une alliance atlantique qui s'est élargie. Alors bien sûr, je ne peux que souscrire aux vœux, mais qui restent des vœux relativement pieux jusqu'à présent, que l'Europe soit plus autonome. Mais ça, à la limite, c'est un autre débat. Enfin, c'est un débat qui est évidemment absolument stratégique pour l'avenir. Nonobstant les positions prises par le président à venir américain. Mais je crois que c'est en permanence, chaque jour, nos forces s'entraînent pour ce type de situation. Et essayent de mettre en place à la fois des tactiques et des modes opératoires qui justement leur permettent d'anticiper. Évidemment, l'incident est toujours possible et on essaye, tant que faire se peut, j'ai vécu ces situations, d'aller au maximum de ce qu'on peut faire. Par exemple, pour détourner, ça m'est arrivé pendant la guerre froide, des bombardiers russes qui rentraient un peu dans notre espace aérien, tout en prenant des marges de manœuvre pour être sûr que, justement, sans les éclairer, tout en prenant des marges de manœuvre pour être sûr qu'il y a bien une bonne compréhension. Ça a marché. Oui. Il n'y a quasiment pas eu d'incident pendant la guerre froide. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas s'il y a une coopération tacite entre les deux parties. Maintenant, si M. Poutine veut pousser plus loin le bouchon, là, on changera complètement de registre. En effet. Philippe Val, parce que je ne vous ai pas encore entendu. Est-ce que Guy va réagir? Oui. En ce moment, on parle beaucoup de ce que fait Trump, notamment au Moyen-Orient. Est-ce que Poutine n'a pas envie d'exister et les accidents qui se succèdent comme ça, il y en a eu plusieurs, sauf qu'ils viennent tous de la Russie. Ils viennent pas, c'est pas des accidents qui viennent un coup de la Belgique, un coup des Allemands, un coup des Français. C'est toujours les Russes qui abattent un avion accidentellement. Et le fait qu'il y ait eu ces câbles sectionnés par un navire russe et que les avions censés surveiller les bateaux qui détériorent les câbles sont pris et visés. Enfin, c'est un avion qui est là pour surveiller les navires qui peuvent détériorer les câbles. C'est-à-dire que c'est la même histoire. C'est-à-dire c'est toujours des histoires de câbles et d'informations pour couper, en quelque sorte, le flux d'informations qui arrive en Europe. Là, il y a un faisceau quand même de causes. On ne peut pas dire que c'est un incident. C'est quelque chose de pensé et vraisemblablement de décidé en haut lieu. Grégory. Et arrêter à temps pour effectivement... Et arrêter à temps. Voilà. Pour ne pas que ça dégénère et que ça entraîne tout ce qu'on connaît par cœur, l'article 5 du traité de l'OTAN, etc. C'est décidé en haut lieu et orchestré en haut lieu. Oui, sans doute. Et puis, effectivement, il y a juste une histoire de gradation. Et la gradation, encore une fois, je ne veux pas minimiser ce qui s'est passé, mais du côté de l'état-major, on nous dit, voilà, c'est des incidents qui arrivent, c'est notable, on les prend au sérieux, mais évidemment, ça ne déclenche pas la guerre. Juste pour rebondir sur ce que disait Elisabeth, ce qu'on peut redouter, c'est l'accident. Souvenez-vous, quelques mois après le début de la guerre en Ukraine, un missile russe était tombé côté polonais, une nuit de novembre. Et on s'était tous dit, ça y est, un missile russe qui tombe en Pologne. Dans un pays de l'OTAN. Dans un pays de l'OTAN, article 5, c'est la Troisième Guerre mondiale. Voilà, ça n'était pas arrivé heureusement. Ce qu'il faut redouter, c'est l'accident terrible qui pourrait provoquer une réaction. Pour l'instant, on n'en est pas là. Guillaume Roquette ? Oui, moi j'avais une question pour le général Paloméros, s'il est toujours avec nous. Ah, mais bien sûr. Avant d'être un général, vous êtes un aviateur, un pilote de chasse même. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire cibler comme ça par un avion d'un adversaire potentiel? Et concrètement, comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on change sa trajectoire? Est-ce qu'on fait comprendre à l'émetteur de cette illumination, comme on dit, qu'on n'est pas dupe? Comment on fait? Oui, il y a tout un principe
de réaction pour montrer qu'on n'est pas évidemment d'accord. Donc on essaye. Ça m'est pas arrivé directement parce que moi je chassais plutôt les bombardiers qui étaient dans la défense aérienne, donc on repoussait les bombardiers. Mais effectivement, il est arrivé que ces bombardiers, nous voyant nous rapprocher, éclairent effectivement l'un ou l'autre des membres de la patrouille. À ce moment-là, on s'écarte, on bat des ailes, on montre qu'on n'a pas d'intention hostile et tout s'est très bien passé. On n'a jamais eu de problème avec ça. On bat des ailes. Le problème, c'est oui, pour montrer qu'on est là et qu'on a des intentions, qu'on n'a pas des intentions hostiles. Sinon, on aurait déjà tiré un missile. Et donc, c'est tacite, mais il faut que ça soit un jeu qui soit joué, entre guillemets, qui peut être mortel quand même, qui soit joué par les deux parties. Je vous dis, toute notre expérience de la guerre froide a montré que ça marchait, sauf s'il y a un moment ou un autre, évidemment, il y a une volonté politique, mais qui ressortirait d'une logique plus stratégique à ce moment-là. M. Poutine sait très bien que s'il commence à engager ne serait-ce qu'un bâtiment, un avion de l'OTAN, là, c'est plus du tout la même chose. Alors, c'est plus... Général, pardonnez-moi, il est l'heure pour moi de lancer notre très célèbre désormais boîte à archives. C'était il y a un an, Sébastien Lecornu révélait que les Russes avaient menacé d'abattre des avions français en mer Noire. Allez, la boîte à archives. Des tentatives de prise de contrôle d'avions, de bateaux, d'intimidation de patrouilles. Je précise des patrouilles de l'armée française dans des espaces maritimes ou aériens libres en matière de droit international et avec des tentatives d'intimidation. Évidemment, on le condamne. Ça permet à tout à chacun de prendre conscience aussi que la Russie désormais est dans une posture d'agressivité, de jouer avec un certain nombre de seuils qui est désormais complètement différente. Ce n'est plus la Russie d'il y a 2 ans, telle qu'on constate en tout cas son comportement aujourd'hui. Question pour Grégory Phillips et Général Paloméros, bien évidemment. Est-ce que la France, parce que là c'est un avion de la France engagé dans le cadre de l'OTAN, on parle de l'OTAN visée, mais est-ce que la France particulièrement est visée? Est-ce que c'est l'histoire dans l'histoire? Sachant que, voilà, quand on regarde dans le rétro, on s'est senti un tout petit peu ciblé tout de même. Oui, il y a une hostilité assez franche de Moscou à l'égard de Paris, pour employer un euphémisme. Dans ce cas précis, honnêtement, je ne sais pas si c'est un avion français qui est mis en joue par l'aviateur russe ou si c'est simplement un avion de l'OTAN censé surveiller cette mer Baltique. Honnêtement, je ne sais pas. Et Général, peut-être votre analyse, votre réponse? Non, il y a une très grande homogénéité et complémentarité des moyens de l'OTAN qui volent en particulier dans cette région et qui surveillent cette région. Donc non, je ne crois pas que ce soit délibérément un avion français. Et donc la France ne doit pas répondre tout particulièrement? Non, montrer, si, d'une manière politique, d'une manière communiquée, effectivement, ça c'est une bonne chose, en disant on n'est pas dupe, on sait que ça se passe maintenant, stop. C'est aussi ça la dissuasion, c'est dissuasion politique, militaire, et puis la prévention. Et Guillaume Roquette, si on devait répondre politiquement, quelle pourrait être notre réponse politique? On l'attend potentiellement ce matin. Après tout, Emmanuel Macron, on le rappelle, on l'a vu, on était en direct au Liban, est avec son ministre, tout près des médias. Je pense que la réponse politique, c'est une réponse d'unité. Parce qu'évidemment, la réaction de l'OTAN est très attendue dans le contexte politique qui est celui de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Et le fait que le général Cavoli, donc qui est le général américain qui commande l'OTAN en Europe, ait pris position, et pas par l'intermédiaire d'un porte-parole, c'est une façon de dire nous sommes tous unis face à ce genre de menaces. Et évidemment, c'est un message important à envoyer aux Russes en ce moment. Et je remercie beaucoup le général Paloméros d'avoir été avec nous. C'est quand même super d'avoir l'ancien commandeur suprême de l'OTAN avec nous pour réagir et en plus, effectivement, connaissant particulièrement bien les airs. Merci d'avoir été avec nous, général. C'est toujours un plaisir.